Engagés de la première heure dans la guerre contre les Allemands, les soldats coloniaux s'apprêtent à combattre durement un ennemi décidé à tenir jusqu'au dernier. Mais pour les soldats africains, l'histoire va en décider autrement. À côté de là où on était, on entendait les canons automoteurs qui montaient des Allemands, qui montaient, ils s'arrêtaient et ils nous bombardaient. Et ils ne bougeaient pas. On était en attente, je ne sais pas pourquoi. Et c'est de là que le blanchiment a commencé. On a donné tous nos effets et on nous a donc rapatriés dans le Midi. On a pris le train à Besançon, on nous a rapatriés vers le Midi. Cette photographie, prise à l'automne 1944 à Cornimont, dans les Vosges, est l'unique image d'archive qui témoigne de l'épisode méconnu du blanchiment des troupes coloniales. Le blanchiment est une opération qui va consister à retirer les soldats africains noirs qui sont alors sur le front dans l'est de la France en octobre et novembre 1944. Donc des noirs remplacés par des blancs, d'où le terme de blanchiment ou de blanchissement, comme on peut le trouver parfois dans les archives. Durant la Première Guerre mondiale, la France avait mobilisé près de 200 000 soldats africains pour combattre dans les tranchées, où, comme tous les soldats, ils avaient terriblement souffert des rudesses du climat. 1917 sera l'année noire pour les tirailleurs sénégalais, puisque c'est l'année de la fameuse année des combats du chemin des dames, où ils sont massacrés, mais vraiment massacrés. Le premier jour, il y a 1205 tirailleurs sénégalais qui sont tués. 1205. Les unités de tirailleurs sont touchées par ce qu'on appelle le phénomène de pieds de tranchée, c'est-à-dire que dans l'humidité de leur trou de combat sous la neige, ils gèlent littéralement sur place. On a des unités qui perdent des dizaines d'hommes par jour pour des causes de gelure. Voici le ruban que la France envoie à ses amoureux pour leur rappeler qu'elle est belle. Brazzaville allait pouvoir, jour et nuit, garder le contact avec tous les Français, ceux des colonies comme ceux de la métropole. Le fait d'avoir sa propre radio à laquelle le général de Gaulle puisse dire vraiment ce qu'il veut, et même ce qu'il ne peut pas dire à Londres, est tout à fait capital. Mais on ne fait pas l'effort de parler évidemment des langues africaines. On est tout de même dans un registre très colonialiste évidemment. Et cette radio n'était pas censée toucher nécessairement le public africain. Après le ralliement de l'Afrique équatoriale, la France libre instaure la conscription dans cette colonie, la plus pauvre et la plus reculée de l'Empire. En 1943, les contingents africains comptent près de 30 000 soldats, soit presque la moitié des forces françaises libres. On fait son service et puis on s'engage parce qu'on mange tous les jours et que la solde que l'on touche permet de faire vivre une grande partie de la famille. Il faut bien comprendre que ces tirailleurs qui s'engagent, ce sont à 80%, 90% des ruraux, qui souvent sont convoqués ou ramassés lors des tournées de recrutement. Une grande partie d'entre eux n'ont jamais vu de blanc. Et là, on les incorpore, on les habille, on leur confie de l'armement, on leur apprend à marcher au pas, on leur apprend à monter dans un camion. Ils n'ont jamais vu un véhicule, on leur apprend ce que c'est qu'un blindé. Ces tirailleurs vont faire preuve d'une capacité d'adaptation, pour ma part, que j'estime assez incroyable. Une adaptation imposée par un difficile effort de guerre
qui nécessite en Afrique équatoriale française toujours plus de matières premières, bois, métaux, caoutchouc, et une main-d'œuvre qui travaille dans des conditions très pénibles et archaïques, et que la France libre met à disposition des Alliés. Difficile de parler d'esclavagisme à proprement parler, surtout qu'il n'y a pas de traite négrière dans ce sens-là. Néanmoins, nous sommes dans des pratiques de travail forcé très certainement. Donc je dirais que pour les populations africaines, la période de 1940 à 1943 a été difficile. Cela impliquait des pratiques extrêmement violentes, depuis le viol en passant par l'assassinat pur et simple, pour les gens qui n'auraient pas apporté leur quota de caoutchouc aux autorités. En route pour l'usine. Le latex, ici blanc comme crème, passe de cuve en cuve. La feuille recueillie est lavée à grande eau et amenée par des rigoles d'aluminium dans une série de laminoirs. Elle est essorée, pressée, coupée, puis séchée et brunie au feu de bois. Les 10 tonnes de caoutchouc pur livrées chaque jour par cette exploitation deviendront entre les mains des Alliés 100 tonnes de caoutchouc industriel. Donc le caoutchouc, en quelque sorte, est emblématique de cette économie d'extraction qui était l'AEF et le Cameroun. Et donc, ces populations, leur expérience va être transformée puisqu'elles vont être intégrées à une économie de guerre véritablement mondiale. Le caoutchouc qui va être puisé là va servir aux pneus des Spitfire britanniques. Les gens pourront dire tout ce qu'ils veulent. Sans le ralliement de l'Afrique équatoriale française en 1940, la France n'aurait pas été libérée par De Gaulle. Malgré l'aide considérable que la France libre apporte au Royaume-Uni en exploitant l'Afrique équatoriale. Le de l'époque, c'est de dire c'est le froid. Les soldats africains ne peuvent pas tenir le froid, etc. Pourquoi les soldats africains et pourquoi pas les soldats nord-africains qui sont peut-être quand même pas plus résistants, etc. Donc en fait, c'est une manière de cacher quelque chose. On donne le prétexte du froid. Aussi bien les journaux de marche et des opérations que les rapports des autres officiers français de l'armée ne donnaient aucune explication vraiment valable des raisons de ce blanchiment. C'était toujours le problème du climat et tout. En fait, la véritable explication tient au fait que De Gaulle souhaitait que la France soit libérée par des soldats blancs. On a effectivement de jeunes résistants qui se sont engagés dans les rangs de l'armée, qui sont acheminés dans le nord-est de la France et qui vont remplacer poste pour poste
des tirailleurs sénégalais qui sont au front, qui sont en ligne, qui sont dans le trou de combat avec des soldats allemands à 200 mètres en face d'eux. Et comme l'armée française manque de tout, à ce moment-là, quand on les remplace, il faut aussi récupérer leur armement, leur uniforme, leur équipement. Donc, entre guillemets, on déshabille Pierre pour habiller Paul. Chez nous, dans notre section, c'était le matin qu'ils sont venus. Alors les officiers étaient là, c'était une petite cérémonie. Moi, j'ai donné que ma carabine que j'avais. J'ai donné à un jeune. On était une dizaine, qu'on ne se connaissait pas, une dizaine comme moi, et il y a des Sénégalais, chacun avait un Sénégalais devant lui, c'est-à-dire un grand monsieur par rapport à nous. Et le Sénégalais s'est déshabillé en gardant le caleçon long. Nous, on a enlevé notre petit truc civil et on a remis le pantalon, etc. Du Sénégalais. On ne voyait plus nos mains. Durant quelques semaines d'octobre et de novembre 1944, entre 15 000 et 20 000 tirailleurs sénégalais de la première armée sont blanchis, remplacés au front par des FFI, des résistants des forces françaises de l'intérieur. Moi, ça me faisait mal au cœur parce que je me suis dit, ces jeunes-là qui n'ont pas fait d'exercice, qui n'ont rien fait, qui vont se mettre à la bataille, comment ils vont s'en sortir? Et personnellement, je ne voulais même pas partir, moi je ne voulais pas laisser mes camarades, je voulais rester là. Mais on était obligé de partir, de descendre. C'était des ordres. Ce qui est terrible, on leur retire leur tenue, donnée par les Américains. On leur retire leur tenue, qu'on donne à des jeunes FFI. C'était en 20 ans, n'ont aucune expérience, n'ont même pas de formation. Beaucoup d'officiers qui étaient responsables de ces tirailleurs sénégalais ont exprimé leur inquiétude. Ainsi, le général Brosset se plaint auprès du général Delattre. Blanchi, ma division sera très loin de sa valeur antérieure. Il est effectivement curieux de noter que, au moment où la France n'est pas entièrement libérée, on choisit de se priver de troupes aguerries, combattantes, efficaces. Et c'est ce qui fait aussi que le blanchiment est paradoxal et presque inexplicable d'un point de vue strictement tactique et stratégique. Septembre est frais, octobre est froid. Et le tirailleur noir, magnifique combattant au soleil doux, se recroqueville. Il faut le renvoyer au soleil du midi. Il faut blanchir la division. Et le miracle s'accomplit de 8000 jeunes engagés ignorant toute la guerre qui viennent relever en ligne, au contact de l'ennemi, leur frères de couleur vaincus par la neige. Le prétexte du froid et la nécessité de l'amalgame des FFI à l'armée de la libération ne semblent pas être les seules motivations du blanchiment. Un document à destination du général Delattre affirme en effet: Il est absolument nécessaire que les Sénégalais soient relevés au plus tôt, non seulement en raison de leur inaptitude physique en saison froide, mais aussi par suite de la mauvaise influence qu'exercent sur eux les grandes villes. C'est surtout une question de prestige. On craint que le soldat colonial n'accède à la femme européenne et que, par ce biais-là, le prestige de l'Européen, le prestige du colonisateur en soit considérablement affaibli. Il y a ce tabou de la femme blanche, c'est-à-dire qu'avoir accès à la femme blanche, entre guillemets, c'est porter atteinte à l'ordre colonial. Les termes de l'époque parlent de tirailleurs désaxés. On a l'impression que les états-majors sont face à des tirailleurs qui sont touchés par des maladies mentales. On ne les reconnaît pas, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui leur arrive? Il apparaît urgent de bloquer cette évolution, et pour mieux bloquer cette évolution,